Une fois, je suis montée dans un Falcon, oui, ça c'était assez marrant. C'est une piqûre d'adrénaline et de rappel, tu fais ok, ouais, je sais pourquoi je fais ça, quoi. J'ai fait un nombre de choses que j'aurais jamais imaginé. Et en même temps, tu te retrouves à porter le sac et à porter le manteau. Parce que quand vous êtes collaborateur, vous êtes surtout petites mains. Hein. C'est vrai, à ce moment-là, est-ce que c'est à moi d'être là ou est-ce que c'est à mon élu ? Quand on est avec le ministre à un déplacement, les gens, ils n'ont Dieu que pour le ministre. Et en fait, ils ne te voient pas. Trop payés par nos impôts, trop puissants sans avoir été élus, symbole du népotisme ou de la technocratie, les collaborateurs politiques alimentent tous les fantasmes d'une opinion qui ne connaît au fond pas vraiment le rôle de celles et ceux qui assistent nos élus. Pendant 3 ans, j'en ai rencontré des dizaines. Et certains ont accepté de me raconter la réalité de leur vie, la vie de celles et ceux qui travaillent dans l'ombre des politiques. Je suis Mao Chaudouet-Delmas. Vous écoutez Les Ombres, un podcast de Slate.fr. J'ai le souvenir d'un déplacement très dur au lendemain de l'incendie du campement de Grande-Synthe. Moi, je travaillais pour la ministre du Logement. On est allé soutenir et voir les dégâts au lendemain de l'incendie de Grande-Synthe et rejoindre le maire de Grande-Synthe, Damien Carême, qui est aujourd'hui député européen. Et on a déambulé comme ça le long des cabanes brûlées. C'était effrayant. Alors heureusement, il n'y avait pas eu de mort dans cet accident-là, mais on était projetés dans une réalité que la plupart des gens ne connaissent pas, quoi, et dans des situations qui ne devraient pas avoir lieu. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire comment je peux être dans cette horreur-là. C'était pareil quand on se déplaçait sur la jungle de Calais. Comment on peut être dans la 5e puissance du monde, connaître des horreurs-là, et en même temps, moi, je suis aux manettes avec mon élu. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à régler les problèmes ? Et la réalité est souvent ni blanche ni... C'est-à-dire, on arrive à faire des choses, on arrive à améliorer le quotidien, mais on n'arrive pas à régler 100% des problèmes, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à accepter. Et que les gens n'acceptent pas, et ils ont raison de ne pas l'accepter. Parce qu'il faut pousser les gens à régler les problèmes. Mais ça, ouais, y a des déplacements comme ça qui sont un peu... dont moi, je me souviendrai toute ma vie. Se déplacer sur le terrain fait partie du quotidien de l'élu. Qu'il souhaite conquérir ou consolider son électorat, apaiser ou prévenir certaines crises, observer ou ajuster le résultat des décisions qu'il a prises, c'est un moment d'exposition qui peut coûter cher, comme rapporter beaucoup. Pour le conseiller qui se déplace avec lui la plupart du temps, c'est donc un moment de millimétrage absolu et un test de la confiance que l'élu lui porte. Tout est calculé, photographié, anticipé, sans certitude que tout soit maîtrisé in fine. Voilà. François Hollande, sous la pluie, François Hollande sous la pluie. Mais pourquoi elle a un sens pour vous, cette image en particulier ? François Hollande trempé aux commémorations de la libération à l'île de Saint. Oui. Ça, c'est une image qui a marqué les Français. C'est une image presque gênante, presque pathétique. L'impression qui en découle, si j'ose dire, c'est celle d'un président qui subit, c'est celle d'un pouvoir qui prend l'eau. Qu'est-ce qui a dit ça ? C'est toi qui as dit ça ? Bah descends, peut le dire. Si je descends, je te mets un coup de boule, donc vaut mieux pas. Descends un peu. Si tu crois que c'est en insultant que tu vas régler le problème des pêcheurs, eh ben viens. Dans les cabinets, on retrouve souvent la figure de la chef ou du chef de cabinet. Dont là, le rôle va être plutôt sur l'organisation de la vie, la gestion des déplacements et surtout, plus que tout, mais ça contient les déplacements, c'est la question de l'agenda. Jonathan a derrière lui 15 ans de vie politique et de militantisme. Ancien conseiller ministériel, ancien salarié d'un parti et d'un conseil régional, il dirige désormais le cabinet d'un adjoint au maire d'une grande ville. D'ailleurs, dans la vie d'un cabinet politique, l'agenda est central. Moi, 2 fois par semaine, on balaye l'agenda de mon élu, 1 fois en équipe et 1 fois avec lui. Et c'est là où il y a un travail politique fin à faire pour prioriser l'agenda. Il faut savoir qu'un élu, c'est un peu, par certains aspects, quelqu'un qui ne s'appartient plus. C'est-à-dire que l'élu, il est, comme il a énormément de représentation dans sa fiche de poste, on va dire, c'est-à-dire participer à des réunions, à des inaugurations, aller faire des discours, rencontrer des personnalités étrangères, encore plein de choses. Il ne s'appartient pas. On lui dit en permanence où il doit aller. Et donc, un élu, c'est quelqu'un qui est en représentation permanente, qui se lève le matin, qui voit qu'il a des rendez-vous toute la journée,
Alors après, à nous d'organiser des plages de travail ou quoi. On lui donne la note synthétique. Il récite souvent ou il s'approprie le contenu ou s'il a pas le temps, il le lit. Bref, ça dépend un peu des formules, mais en gros, ça pour dire que la question de l'agenda, elle est centrale dans la vie d'un cabinet. Et ça, c'est au binôme chef de cabinet et directeur de cabinet de l'organiser et de prendre les décisions, quoi. Déjà, il y a les déplacements nationaux et les déplacements internationaux. En moyenne, on fait au moins un par semaine, voire plus. Je pense que j'ai fait en déplacement national, je sais pas, une centaine, énormément. Et international, j'ai fait plus d'une quinzaine, je pense, de pays. Marie a été conseillère ministérielle à l'économie pendant 4 ans. Elle a fait le tour du monde dans le cadre de ses fonctions. Quand c'est un déplacement européen, souvent c'est 48 heures maximum, voire 24 heures. Et quand c'est un déplacement quand même avec un décalage horaire, etc., ça peut aller jusqu'à 4 jours, 4-5 jours max. Parce qu'il y a les actualités nationales, en fait. Parce que quand un ministre est à l'international, mentalement, il y a quand même une coupure. On n'est plus dedans, on n'est plus dans le national. Et donc, c'est assez important pour un ministre, surtout quand il est très politique, très présent médiatiquement, qui s'occupe de sujets très sensibles, d'être rattaché au territoire national. Donc, on peut pas partir très longtemps, c'est pas possible. Alors, un déplacement, c'est très, très opérationnel. C'est vraiment terre à terre. Pour qu'un déplacement se passe bien, il faut qu'un déplacement soit bien organisé. Là, c'est être la vigie sur l'organisation du déplacement. Il y a l'organisation matérielle et puis il y a aussi voir les gens de son niveau, faire un programme où on s'assure que le ministre ne participe pas à un événement qui n'est pas de son niveau, voir les gens qui feront avancer les dossiers sur lesquels on est en train de travailler avec ce pays ou un autre pays ou au niveau européen, à Bruxelles, etc. Donc ça, c'est important d'identifier les bons interlocuteurs et faire voir au ministre des gens qui sont à son niveau. Et ensuite, c'est vraiment, alors là, c'est 8h15 départ, 8h25 arrivée, enfin c'est chronométré à la minute et l'important c'est vraiment le programme, tout ce qui est opérationnel, les voitures qu'on va prendre, c'est vraiment fatiguer le moins le ministre et lui faire le plus de choses. Donc c'est hyper opérationnel. Cette opérationnalité, c'est une des grandes fonctions du chef de cabinet, qui n'est pas un simple organisateur. Il doit avoir un sens politique fin pour monter les rencontres, qui, quand, pourquoi et pourquoi à tel moment, pour fluidifier les rapports sur le terrain et encadrer les liens avec les journalistes. Déjà, il y a une règle qui est que, en général, quand on accompagne son élu au titre de chef de cabinet, quelque part, on ne sert vraiment à rien. Esther a 29 ans. Elle a été chef de cabinet d'un adjoint au maire d'une grande ville française. Ça fait partie du protocole, c'est dans les mœurs en fait. C'est même pas un protocole parce que c'est écrit nulle part, mais c'est vraiment dans les mœurs. L'élu, il a une certaine stature, donc quand il se déplace, il est pas censé se déplacer tout seul avec sa bite et son couteau et son vélo, quoi. Genre, ça ressemble à rien, donc il doit être accompagné, quoi. Moi, à chaque fois que je l'accompagne au titre de chef de cab, c'est un peu grotesque parce qu'en fait, j'ai la particularité en plus d'être tout le temps en retard, ce qui est vraiment un défaut limite rédhibitoire pour être chef de cabinet, en fait, je pense. Mais bon, je suis toujours au moins 5 minutes de retard et lui 5 minutes d'avance, donc j'arrive toujours après lui. Dans un endroit où je suis censée un peu faire le lien, c'est-à-dire me débrouiller pour qu'il ait les infos pratiques, qu'il n'arrive pas complètement paumé, à pas savoir à qui il doit parler, à pas savoir ce qui se passe, qu'il soit accueilli, etc. Et en fait, en réalité, moi, j'ai assez peu d'expérience dans la collectivité pour laquelle je travaille et à mon job. Donc, alors que lui, c'est son 3e mandat, il connaît tout le monde, y compris dans les arrondissements, dans les trucs. Donc, il arrive, il est comme un poisson dans l'eau, il sait très bien ce qui se passe. Et moi, je suis juste là pour l'étiquette, dans un coin, à le suivre vaguement, essayer de prendre 3 photos pour un tweet ou pour d'ailleurs peut-être même jamais de tweet parce qu'en fait, on communique pas tout le temps quand on se déplace. Donc, l'utilité, elle peut être assez relative. Enfin, après, il y a eu un truc particulier qui était qu'on a eu le Covid, donc on a eu aussi un rythme de déplacement moindre. Mais donc, l'accompagnement au titre de chef de cabinet, c'est vraiment un truc strictement de protocole, quoi. Quand on est ministre, par exemple, il doit y avoir un enjeu, il doit y avoir une logistique du déplacement qui est lourde. Et donc, ça justifie qu'il y ait quelqu'un qui soit garant d'une forme de fluidité. Quand on est au niveau d'un adjoint d'une ville, y compris une grande ville, et qu'il connaît tout le monde et tout, c'est un peu plus relatif, quoi. Donc, c'est pas le truc le plus valorisant du job. Mais bon, on le fait. Et puis, accessoirement, ça nous sort un peu, nous. Donc, on voit des trucs. On va sortir pour aller regarder un arbre planté dans une rue, quoi. Donc, on est en botte. Il peut pleuvoir à moitié. Et puis, il y a des élus qui plantent un arbre. C'est marrant, quoi. Bon. Mais ça n'a pas un intérêt immense. Parfois, on accompagne l'élu au titre plutôt de conseiller technique. C'est-à-dire que
On peut l'accompagner sur des rendez-vous avec des assos ou des interlocuteurs sur des dossiers précis. Et en fait, là, on est hyper attendu parce que lui, il connaît en général l'élu moins bien les dossiers que nous. Et donc, même s'il est toujours briefé au millimètre avant, il faut être en mesure d'intervenir pour préciser des trucs, reprendre si ça prend une direction qui est pas souhaitable, etc. Ou juste s'informer de la progression du dossier parce qu'il y a des trucs qui se décident sur le terrain. C'est marrant, j'ai été par exemple dans des grandes places de la ville pour laquelle je bosse, qui faisaient l'objet d'un projet de réaménagement complet. Donc c'est des énormes projets où en fait on va décider que on casse tout et puis on redessine autrement les voies de déplacement, les voies de bus, les voies de vélo, et puis on plante. C'est à ce titre-là qu'en général nous on est là. Et puis ça a un impact sur les flux de déplacement des gens et puis sur l'esthétique de l'endroit. Et puis il y a des gens qui vivent là et qui vivront là pendant 30 ans. Et ce qu'on fait, ça va peut-être pas bouger pendant 50 ans. Donc ça a un vrai impact sur la ville. Et là on se promène. Et c'est des visites terrain, et en fait, c'est difficile de savoir à quel moment la décision se prend. Mais on a le sentiment que parfois, un peu, pas au doigt mouillé, mais on va avoir des élus qui sont pas urbanistes de formation, qui vont se dire, OK, là, ce serait bien qu'il y ait une voie de bus, voilà. Et en fait, évidemment, ça repasse à la moulinette des services, tout ça est très sérieux. Mais de temps en temps, ça plante une graine pour des décisions qui sont prises de façon un peu improvisée, un peu au feeling, par des gens qui, en réalité, ne sont pas des techniciens, quoi. Participer au déplacement, ça permet de voir ce genre de processus décisionnel, même si ça ne constitue pas une boucle décisionnelle autonome. C'est-à-dire qu'il y a toujours des repasses derrière. C'est un pan du processus décisionnel. C'est important de se déplacer aussi parce que sinon, t'es hors sol. C'est-à-dire que tu sais pas... de temps en temps, on bosse sur des dossiers et moi, mon DIRCAM me dit « Mais t'es allé voir, en fait ?» Et moi, à titre perso, je dis non. Et en fait, indépendamment de l'accompagnement des déplacements des élus, au titre de collaborateur, il faut aussi savoir se déplacer, aller voir de quoi on parle, quoi. Pas tomber dans le piège du truc complètement en laboratoire où, en fait, on sait pas de quoi on parle, quoi. Moi, il m'est arrivé pendant des semaines d'avoir des interactions en disant « Ok, moi, je pense ça. » Et en fait, mon directeur de cabinet qui me reprend, qui dit « Mais t'es allé voir ?» Bah non, en fait, là, tu te sens un peu con parce que voilà. Donc c'est important de se déplacer aussi, y compris tout seul, sans accompagner l'élu, je trouve. Je suis aussi là pour filtrer. Je suis là pour hiérarchiser. Je suis là pour savoir, en fait, à quel moment il faut que j'informe mon élu, entre guillemets, de tout ce que je vois, moi, dans l'arrière-cuisine. Anna a commencé sa carrière politique il y a 10 ans. Aujourd'hui, elle dirige le cabinet d'un adjoint au maire d'une grande ville française. J'ai une bien meilleure vision de ce qui se passe dans l'arrière-cuisine. Et je dois passer le plat ou pas le passer. Et si je le passe pas, il faut que je m'assure que ça ne posera pas de problème. Par contre, si je le passe, soit c'est pour qu'il y ait un arbitrage, soit c'est pour signaler qu'il va y avoir une difficulté. Voilà, donc il y a ce travail quand même un peu de tour de contrôle. Moi, dans le cadre de mes fonctions, je suis amenée à visiter pas mal de sites industriels. Ce qui est assez chouette, quoi. On fait des super visites et pour essayer de comprendre aussi ce qu'il y a derrière ce qu'on fait voter en assemblée, quoi. Ça reste, malgré tout, des vies professionnelles au quotidien qui sont pas aussi flamboyantes qu'on pourrait les imaginer. Quand j'étais collaboratrice ministérielle, il y avait peut-être une dimension un peu plus comme ça, waouh, où une fois je suis montée dans un Falcon, oui, ça c'était assez marrant. Et voilà, des déplacements ministériels, donc tout ça est un peu surfait, mais avec la voiture devant, avec le gyrophare, le préfet avec les gants blancs qui t'attend, qui attend la ministre surtout, mais donc et en même temps tu te retrouves à porter le sac et à porter le manteau, tu vois, donc de la ministre. Enfin, oui, c'est vrai que bon, tout ça me paraît normal parce que je l'ai beaucoup fait, mais quand j'accompagnais la ministre pour laquelle je travaillais, en ma qualité de conseillère parlementaire, et j'étais assise à côté d'elle dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale et mon quotidien c'était ça pendant 2 ans en fait. Et puis hop, on remontait dans la voiture, on partait au Sénat et il y avait un côté comme ça. Mais moi, ça m'a jamais beaucoup impressionné tout ça. Je trouve que justement, je le prenais pour ce que c'était et je savais que j'étais là pour une raison précise, donc ça m'a jamais complètement ni impressionné ni grisé. Moi, j'ai toujours fait très attention à mettre une certaine distance avec tout ça, regarder ça avec un regard un peu amusé et me dire ouais, c'est sympa, je fais ça aujourd'hui, mais peut-être que demain je ferai quelque chose qui a rien à voir et ce sera pas moins bien, ou voilà, j'essaye de pas mettre trop de jugement de valeur en me disant mais je suis formidable, regarde, tu es assise derrière la ministre à l'Assemblée nationale. Non, en fait, je suis là parce qu'il faut que je fasse mon boulot. Voilà, c'est un boulot, quoi. Contrairement à une idée reçue, les ombres des politiques doivent régulièrement sortir du travail en chambre. Il faut se déplacer pour confronter ses idées au réel, voir comment sont reçues les positions qu'on fait défendre à son élu, rencontrer les gens, se ressourcer, se régénérer.
Je me souviens d'un déplacement sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes où j'accompagnais des leaders écolos et on s'est retrouvé un moment sur une place à Nantes avec des milliers de personnes. C'était au moment où la lutte était un peu à son pic. Et je voyais mes boss monter un à un derrière la remorque d'un camion, prendre le micro et alpaguer les foules. Et c'était un moment de lutte incroyable. On se retrouverait après sur le terrain, dans les champs. Et c'était des déplacements hyper forts en termes d'émotion. La lutte, quand moi qui viens de l'écologie politique, j'ai été amené à m'investir dans certaines luttes locales. Et ça, les déplacements qui se font sur des luttes pour aller soutenir des luttes locales, ils sont toujours très forts. Et on se sent investi de quelque chose d'assez important qui est de donner un écho à des gens qui sont parfois un peu seuls dans des territoires, dans des luttes. Et ça, c'est quelque chose d'assez fort. Après, moi, j'ai fait des déplacements, c'est pareil, toujours d'un extrême à l'autre. Donc, il y a ces déplacements dans des fermes avec sur des luttes locales. J'ai aussi eu l'occasion, par exemple, de rentrer de la COP 22 là au Maroc dans un jet privé de la République avec un ministre de Hollande. Je me suis déplacé sur la jungle de Calais avec le ministre de l'Intérieur en avion avec un cortège de 3 préfets. Et ça, c'est aussi des trucs où on voit un peu les coulisses de la République et toute la force de frappe protocolaire de la République. Et ça, c'est des moments dont on se souvient aussi, quoi. Louis est haut fonctionnaire. Il a été collaborateur d'un haut responsable politique européen. Pour lui, les déplacements sont un moment crucial. Ils lui permettent de mesurer l'impact sur la vie des gens des décisions politiques auxquelles il a participé. C'était à l'occasion d'un déplacement avec la personnalité politique pour laquelle je travaillais à l'époque. Et c'était un déplacement vraiment très, très opérationnel. On rencontrait des personnes qui avaient lancé des projets de micro-entreprises, c'était des entrepreneurs, et qui avaient été financés par une association pour le faire. Cette même association étant financée sur un programme budgétaire de la collectivité publique à laquelle appartenait ma personnalité politique. Et donc, on avait eu, peu de temps avant ce déplacement, des débats en interne, parce que plus largement, il y avait un sujet de réforme de ce programme budgétaire, sur la pertinence de ce programme et la manière dont on dépensait l'argent. Des débats techniques, des débats aussi assez marqués politiquement, etc., sur l'avenir de ce programme. Et donc, dans les jours qui suivent ces débats divers et variés, on se déplace et on rencontre des bénéficiaires directs du programme. Et ça, c'est un excellent souvenir parce que c'était une illustration vraiment frappante, encore une fois, de cette notion d'impact qu'on peut avoir. Parce que les bénéficiaires, en l'occurrence du programme, avaient expliqué comment ce programme avait changé leur vie, comment auparavant ils étaient tout à fait empêchés de faire ce qu'ils voulaient faire et comment en obtenant ces financements-là, donc il y avait par le truchement de l'association, ils y étaient parvenus. Je me souviens très bien de cette rencontre. Je n'oublierai d'ailleurs jamais cette rencontre qui était sous forme de table ronde où on échangeait avec les bénéficiaires du programme. Je n'oublierai jamais parce que c'était vraiment ce sentiment plutôt cette impression de grand écart entre les débats techniques, politiques tenus quelques jours auparavant et les débats, ou plutôt les discussions extrêmement concrètes et incarnées qui se tenaient avec ces bénéficiaires-là, avec ces personnes-là. Et je pense que ce grand écart-là, je dirais même ce frisson-là, il est au principe même de ce que veut dire faire de la politique. Donc j'oublierai jamais. Mais l'impact peut tout aussi être négatif. Les déplacements sont des moments de confrontation. Même petite main de l'ombre, on représente le pouvoir, on y est associé, et on fait l'objet de la même défiance. Parfois, justement, on est face à des figures qui vont être super hostiles. Par exemple, la sphère associative hyper militante qui va tenir son rôle de plaidoyer, en fait, et de remueur un peu, et qui va attaquer de façon hyper violente, mais un peu ad hominem parfois. Et donc, c'est un environnement qui peut être super violent. Je bossais sur des questions de conditions animales. Moi, j'ai voulu bosser parce que ça me tient à cœur. Il se trouve que du coup, je ne suis pas encartée. Donc, on me demande en même temps de travailler dans un cabinet politique, donc d'une certaine façon d'avoir une posture politique versus, par exemple, les services administratifs qui sont là exclusivement pour délivrer de façon neutre des projets. Donc moi, quand je me présente quelque part, je suis censée représenter de façon descendante d'abord la maire, puis du coup la ville, puis l'élu pour lequel je travaille, puis voilà. Et en fait, moi, au fond de moi, c'est intimement, je me sens pas du tout associée ni aux forces politiques
auquel appartiennent l'élu pour lequel je travaille et la maire pour laquelle je travaille, ni à l'institution pour laquelle je travaille. En fait, moi, je suis juste là, moi toute seule, avec des convictions limite de citoyenne, quoi. Et en fait, je me retrouve à me faire attaquer assez violemment et devoir défendre la politique, y compris parfois l'historique de la politique de la ville, sur des trucs qui se sont passés il y a 5 ans. C'est-à-dire que moi, j'étais absolument pas là, quoi. Et en fait, on représente aussi l'histoire de l'organisme pour lequel on travaille. Et y compris, parfois, on doit se défendre de trucs sur lesquels on n'est absolument pas d'accord, en fait. C'est-à-dire que nous, si on avait eu pleine latitude pour gérer le dossier, on l'aurait fait autrement. Et en même temps, on a un devoir de représentation et de réserve. Et on sait que sa parole peut aussi être reprise comme étant la parole de la ville. Moi, en réalité, ça m'est peu arrivé parce que je suis super jeune et pas très exposée, mais quand même, quoi. Et donc ça, c'est un truc qui est assez particulier, je pense, qui n'existe que dans ce job-là. Et qui est super bizarre, en particulier pour moi, qui me considère pas comme politisée, en vrai. Donc ça, c'est bizarre. Et ça peut être de temps en temps marrant, de temps en temps extrêmement violent, en fait, et presque un peu décourageant. C'est-à-dire que quand on reçoit des mails d'insultes, d'assauts qui se permettent de parler n'importe comment, parce que le politique se fait vachement secouer aussi. Et d'ailleurs, quand on voit l'élu qui est en première ligne, parfois on se dit que c'est pas très enviable comme position. Enfin, moi, ça me fait pas envie, quoi. Mais même en tant que collaborateur, on se fait secouer. Ça, c'est très particulier. Enfin, il y a pas de milieu professionnel où en fait les gens se permettent de te parler aussi mal. C'est invraisemblable. Moi, quand je suis arrivée, il m'est arrivé de hurler, mais vraiment de gueuler sur mes interlocuteurs des assos en leur disant mais vous ne me parlez pas comme ça, en fait. Enfin, je n'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. En fait, je pense que les gens ne réalisent pas ou peu à quel point faire de la politique est ingrat. Et en fait même, je dirais même, est d'une extraordinaire ingratitude. Et pour le coup, dans les rapports aux personnes extérieures à l'équipe ou à l'occasion de déplacements, on pouvait parfois percevoir cette agressivité-là à l'égard du responsable politique, de la responsable politique ou de ses équipes. Et on connaît la défiance à l'égard de la politique. Parfois, on mesure moins l'agressivité et la violence, qui en sont le corollaire, qui s'exercent à l'égard des personnes qui sont des professionnels de la politique, au sens humain du terme. Et je pense du coup que cette violence-là, elle mérite aussi d'être dite. Quand on marche à côté du ministre ou quand on est avec le ministre à un déplacement, les gens, ils n'ont Dieu que pour le ministre. Et en fait, ils ne te voient pas. Donc les salariés qui sont en colère ou n'importe quel autre interlocuteur du ministre pour échanger avec le ministre ne voient que le ministre. C'est absolument incroyable, c'est-à-dire que tu n'existes pas et on ne te voit pas et on ne te reconnaîtra pas le lendemain et c'est comme ça, c'est même quand on dit bonjour dans la rue au ministre, je pense que les gens ne se rendent même pas compte qu'ils marchent avec quelqu'un à côté. C'est assez bizarre, donc je suis pas niée, je suis juste pas ministre. Vous venez d'écouter Les Ombres, un podcast de Mao Chaudoué-Delmas, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Réalisation et montage, Aurélie Rodriguez. Musique, Thomas Loupias. Illustration, Ruben Cohen. Retrouvez tous les épisodes de ce podcast sur Slate Audio ou sur votre plateforme de podcast préférée.